Donc c'est à mon tour. Moi je suis là. Mais suis-je vraiment là? Ça, c'est un vaste débat. Donc mon intervention va s'appeler de l'image-dieu à, euh, à l'architecture liquide. C'est bien pour ça que je vais poser la question à Axel si l'architecte n'était pas l'ultime, la figure ultime. Ouais, ouais. La figure ultime de l'idiotie. En tout cas, c'est un métier où il faut vraiment être idiot dans le sens de Deleuze et de la littérature. Parce que souvent, ce que j'essayais de dire, c'est qu'aussi l'architecte a toujours autre chose à faire. Il a toujours autre chose à faire par rapport à la création. C'est-à-dire que c'est un artiste. Moi, je revendique l'architecture comme un art, exactement comme les autres. Mais de plus en plus dans le monde actuel, l'architecte a toujours autre chose à faire que de créer. C'est devenu un gestionnaire d'activité qui subit les différentes lois qui lui tombent dessus, les réglementations et compagnie. C'est vrai que c'est très 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 compliqué d'être praticien architecte aujourd'hui. C'est bien pour ça que je ne le fais pas alors que j'ai le titre. Mais le breton architecte non diplômé qui s'appelait Roger Leflanchec, marin, disait toujours que les architectes des PLG, ce que je suis, sont dépucelés par le gouvernement. Et je lui donne pas tort. Pour revenir à l'intervention, donc c'est de l'imagieux à l'architecture liquide. Et donc ça s'inscrit dans le cadre de ma thèse, donc que je fais co-dirigée par Jacques Gilbert et Laurent Lescope, qui s'appelle donc l'image trait d'union lieu, l'habiter, la parcourir, la raconter. Et donc, je vais répartir en trois la courte intervention. La première, la contextualisation. La deuxième, quelques hypothèses coordonnées. Et la troisième, des perspectives. En ce qui concerne la contextualisation, donc quand on parle comme ça de l'image-lieu, de l'architecture liquide, c'est quand même bien d'essayer de dire qu'est-ce que j'entends comme image, qu'est-ce que j'entends comme lieu, qu'est-ce que j'entends comme architecture, qu'est-ce que j'entends comme liquide. Bon, par rapport à l'image, c'est que j'ai toujours essayé d'entrevoir le cinéma comme matière potentielle de l'architecture et l'architecture comme matière potentielle du cinéma. Donc, au niveau de l'image, je me situe plutôt de ce côté-là, avec évidemment des origines judéo-chrétiennes et donc l'iconologie chrétienne comme base de travail et le regard occidental. Ensuite, le lieu, c'est parce qu'il y a des corps, on a des corps et des esprits, et je m'intéresse beaucoup aussi à la question du corps et comment les corps peuvent naviguer au travers de ces images. C'est pour ça que j'ai mis en place et j'essaye d'inventer ce concept d'image trait d'union lieu. Évidemment, quand on parle de l'image trait d'union lieu, on est obligé de penser à l'image trait d'union mouvement et à l'image trait d'union temps de Gilles Deleuze. Et c'est bien parce que il y a un chapitre, le chapitre 7, image affection, qualité, puissance au pluriel et espace au pluriel. Et notamment, vers la fin du chapitre, il y a toute une partie sur l'espace quelconque. Et étant architecte de formation, évidemment, je me suis questionné sur l'idée, la notion d'espace quelconque. Et effectivement, dans le chapitre 7, il y a l'expressionnisme et le travail sur les ténèbres et l'ombre et les ténèbres et la lumière. Et évidemment, il y a aussi le lyrisme abstrait avec plutôt, si l'expressionniste c'est le noir qui est mis en avant, l'abstrait lyrique c'est plutôt le blanc. Et il parle aussi du gris, du blanc et du noir avec un travail avec Marguerite Duras, avec Michael Snow, etc. Et donc je me suis dit, Deleuze, quelque part, même s'il a mis en avant le concept du virtuel, mais c'est pas du tout le même concept que le virtuel dans l'architecture, notamment avec le métavers, avec les logiciels 3D, on y reviendra plus tard. Je me suis dit quand même, j'aimerais bien m'engouffrer dans la brèche qu'il a laissée libre, parce qu'il n'a pas finalement, il s'est pas tellement intéressé à la question du cinéma, et puis de toute façon, il est mort trop tôt,
que nous vivons aujourd'hui, où on a remplacé les décors physiques faits dans des studios, où les décors de la ville, on les continue, par de la post-production et toute l'ingénierie des images virtuelles, ce qu'on appelle des images de synthèse, des images digitales. Ce qui m'a amené finalement, dans un petit point précis, j'essaye de travailler dans la thèse, à ce concept d'architecture liquide. Et l'architecture liquide, c'est un concept qui a été inventé par Marcus Novak, qui est un architecte né à Caracas et qui est un des premiers à avoir dit que l'architecture n'avait plus de fondement, que l'architecture n'avait plus de fondation. Vous savez bien, l'architecture est liée aux bâtiments et aux travaux publics, puisque si tout ça, ça tient, c'est parce que c'est hyper statique, mais c'est aussi parce qu'il y a des descentes de charges, la Terre tourne, enfin, etc., etc. Et lui dit non, l'architecture, ce n'est plus ça. L'architecture, c'est de l'architecture liquide dans le sens où l'architecture devient une question individuelle et une question liée à sa valeur et comment on envisage la valeur des choses. Et ce n'est plus un abri pour protéger forcément du climat, des autres, etc. C'est quelque chose comme une extension de soi-même et qui est régi par les réseaux sociaux aujourd'hui, qui est régi par l'apparition du web, puisque ça, c'est un concept de 1995. Vous voyez, autant Bergson, il écrit Matière et mémoire en 1896, le cinéma, la date fétiche, c'est 1895. Là, on est en 1995, l'année où Gilles Deleuze a décidé de partir dans l'infini, dans l'éternel. Et donc, c'est des questions, moi, que j'essaie d'intégrer. Et donc, évidemment, liquide, ça renvoie aussi à Zygmunt Bauman, ce coco polonais qui faisait partie des renseignements intérieurs et qui est devenu un critique de la postmodernité et de la modernité actuelle où l'amour liquide par rapport aux jeunes générations n'est basé que par des choses fluctuantes et sans fondation, puisque le mariage, tout le bazar, etc., ça compte plus. Donc ça, c'est des questions que j'ai essayé de mettre en avant, de questionner, et j'en suis arrivé, et là, je vais passer là à montrer quelques images, à quelque part, j'ai eu une étudiante un jour qui m'a interpellé pendant un cours que je faisais sur la fabrique de l'image, et elle a levé la main et elle m'a posé la question en me disant, je venais de raconter l'invention de la perspective monofocale centralisée avec Brunelleschi, avec Masaccio, où je disais que finalement le monde mathématique, géométrique en tout cas, était en train de prendre le pas sur l'ancien monde et l'individu n'était plus un sujet forcément divin, qu'il était autre chose qui devenait un sujet géométrique et que finalement l'invention de la perspective a été voulue par comme Médicis l'Ancien pour d'une certaine manière dire mon frère est pape, moi je suis le prince et maintenant je domine Dieu et je domine la nature. Et elle m'avait interpellé en levant la main, elle m'avait dit monsieur vous avez tort. La perspective a été inventée par les mâles pour dominer les femmes. Là, je dis, quels sont vos arguments? C'était plus compliqué. Mais néanmoins, je me suis dit, c'est une belle interpellation, je vais quand même réessayer de travailler la perspective, notamment dans ma première partie de thèse, qui est sur l'image habitée. Puisque pour moi, le concept d'image habitée, c'est, si vous voulez, entre l'image habitée et l'image Dieu, il y a du mur au cinéma, du cinéma à l'architecture installation, de l'installation architecture à l'écran et de l'écran aux particules sonores. Je vais pas tout développer, mais je me suis dit tiens, il faut que je retourne en Toscane. Il faut que je retourne voir la perspective créée par Brunelleschi de manière empirique, théorisée par Alberti, et essayer de vivre physiquement pour effectivement, en grande partie, il n'y a que des hommes. Mais ça, c'est la question qui m'a, l'interpellation qui m'a donné envie de retourner. Et là, je découvre donc, à nouveau, je suis allé pendant mes études d'architecture, donc dans les années 90, il n'y avait pas à la chapelle Brancucci,
de Massachusetts, il n'y avait pas les échafaudages. Et là, cette année, j'y vais, il y a des échafaudages. Et on a le droit à une demi-heure de visite. Génial! Parce que regardez, les échafaudages me permettent quelque part de vérifier le sentiment d'image habitée et d'image habitée qui se transforme en image-lieu. Parce que quand on rentre dans une chapelle, en général, on lève la tête. Hein, c'est Godard qui disait le grand art, c'est quand on lève la tête, le petit art, c'est quand on la baisse. C'est pour ça qu'il disait que le cinéma est de l'art, la télévision un meuble. Et là, j'arrive et justement, ils nous remettent à hauteur, de plein pied, avec les personnages, là notamment le paiement du tribut de Masaccio, à notre niveau, grâce aux échafaudages. Donc on passe là d'une image habitée qui est pour moi plutôt une image peinte sur un mur, et on construit le mur pour cette image, notamment, à l'image-lieu où finalement l'image devient un lieu. Donc un autre petit exemple. Là, on voit. Hop. Et là, je tombe donc sur Saint-Pierre, qui donc, invention extraordinaire, pour la suite de mon exposé, j'essaie de faire attention au temps. Donc Saint-Pierre vient vers nous, il est à notre échelle, grâce à l'échafaudage, mais, chose extraordinaire et qui a fait scandale à l'époque, Masaccio peint des espaces quelconques de Florence. Et ça, c'est la première fois. Et là, donc, on est dans un mouvement où il y a comme un zoom, où Saint-Pierre est un zoom avant qui vient vers nous. Et justement, là, on le voit très mal, mais l'ombre projetée de notre ami Saint-Pierre va sur les handicapés qui, au fur et à mesure, et c'est pour ça qu'on en a 3, il y en a un au sol, il a pas reçu l'ombre, il attend que ça. Lui, il vient de la recevoir, donc il se transforme, il est plus handicapé, et celui qui était handicapé remercie parce que grâce à l'ombre et au passage, donc on est là dans un travail où on essaye de trouver aussi cette idée de mouvement, mais on reste en 2D, on est simulation de la 3D, mais déjà je trouve qu'on arrive à un espèce de gros mot, prototype ou ce que vous voulez, mais on est là dans cette idée de créer du mouvement, on passe de l'image habitée à l'image lieu. Et ensuite, autre expérience que je voulais refaire, que je vous conseille, c'est Fra Angelico à San Marco. Et ça, c'est l'arrivée. On arrive par un emmarchement dans les cellules des moines, où il y a la fameuse annonciation de Fra Angelico. Et vous voyez, ils ont été malins, ils ont mis une lampe, un spot qui éclaire au niveau de la colonne du milieu, la colonne du milieu étant la représentation symbolique de Jésus. Mais ce qu'il faut savoir avec cette annonciation, c'est que la lumière, l'architecture a été créée justement, il y a une fenêtre à gauche qui, à 7 heures du matin, éclaire l'annonciation pour être le moment de l'incarnation. Et donc j'en arrive à cette idée d'incarnation. Donc je lis aussi pas mal Daniel Arras, évidemment. Et donc dans l'annonciation de Fra Angelico et toute une série d'annonciations, c'est comment on peut figurer l'incarnation sans la représenter. Et justement, là, Fra Angelico essaye de répondre vraiment à ce qu'est la perspective selon Alberti, c'est-à-dire non pas une fenêtre sur le monde, mais la création d'un cadre dans lequel il y a du storytelling. Enfin, une historia, on dirait aujourd'hui du storytelling. On raconte une histoire. Et quoi de mieux que de raconter l'histoire de l'incarnation, de cette chose assez incroyable qui a été battue pendant des siècles et réglée au 19e, où les théologiens et l'Église, le Vatican, ils ont fait une espèce un grand CA avec les cardinaux, tout ça, un concile où ils ont dit bon, on règle le problème,
Parce que la Vierge, bon, elle a ses règles. Pour avoir ses règles, c'est comme ça qu'elle peut avoir un enfant. Mais si elle est pure, elle peut pas avoir ses règles parce que c'est pas bien. Et donc, comment elle fait un enfant? Donc, ils ont dit, c'est un mystère. Ça, c'est un dôme, c'est un mystère. Cherchez pas, c'est la grâce. Mais néanmoins, ce qui est formidable par rapport à cette idée d'image habitée qui devient une image Dieu, c'est là que vous voyez, il a cadré, mais en même temps, il a dessiné, il a peint de la même couleur l'architecture physique et le cadre, pour bien nous signifier, ici, il y a un cadre. Par contre, évidemment, dans la maison de Marie, il y a 3 arcades, et là, il y en a que 2 pour dire, continuez à pied, un peu plus loin, pour ceux qui connaissent San Marco, il y a la bibliothèque où il y a les mêmes arcades. Mais là, on est, vous voyez, il y a juste un texte qui traverse, un Dieu et Verbe, donc il n'y a pas de problème, puisque Marie a se pose des problèmes. Comment je vais faire, moi? Mais vous inquiétez pas, l'archange, il lui dit, vous inquiétez pas, Dieu a tout réglé. Néanmoins, vous voyez, là, on est dans cette logique, donc, de figurer, mais de pas représenter l'incarnation. Et donc, je fais un bond dans cette idée de la fresque au cinéma, du cinéma à l'installation. Et paf, j'arrive avec Marcel. Et avec Marcel Duchamp et le Grand Vert, notamment, alors chez Caroline Dreyer, dans sa bibliothèque, c'était plus compliqué, c'était des différentes couches, mais je vous rappelle que Marcel Duchamp a dit quelque chose de très important et qui me paraît essentiel pour faire la jonction entre l'annonciation, l'idée d'incarnation, et finalement ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle un peu dans l'architecture de liquide, donc dans une comment dire, une annonciation comme éversée ou comme un gant retourné, vous voyez. Pour moi, le grand vert, c'est une annonciation comme un gant retourné ou éversé. C'est-à-dire qu'il a dit, mon attitude envers l'art est celle d'un athée envers la religion. J'aimerais mieux être abattu, me tuer ou tuer quelqu'un que de peindre à nouveau. C'est fort. Et j'adhère. Pour revenir au grand vert, on est là justement dans... moi, j'y vois une annonciation éversée, dans le sens où, justement, il détruit la notion d'image, donc il répond à cette idée comment figurer les choses sans les représenter. Donc c'est une espèce d'incarnation, mais à la différence de l'incarnation du mystère et de la grâce de la Vierge, Marie, pour moi, Marcel Duchamp dit, vous voyez, nous avons tué la peinture, mais nous allons tuer aussi ce mystère. C'est simplement une question de semence et d'éjaculation. Ici, évidemment, c'est bloqué non pas par la colonne qui représente le Christ, déjà elle n'est pas verticale, elle est horizontale, mais il y a un blocage évidemment entre le bas et le haut, et les célibataires ne peuvent pas atteindre la Voie lactée, la Marie. Donc on reste dans un travail, si vous voulez, de branleur, si je puis me permettre. Et d'ailleurs, en 47, il y a un tableau qui dit tout, que vous connaissez peut-être, je l'ai pas là, qui s'appelle Paysage fautif. Les paysages fautifs, c'est justement de la semence de Marcel Duchamp mise sur un fond noir qui fait une peinture abstraite et qu'il avait destinée à sa chérie qui, d'une certaine manière, avait préféré d'ailleurs rejoindre, je crois, son diplomate brésilien. Là, donc, pour revenir à cette idée, on est dans un espace, le musée de Philadelphie. On est effectivement dans une peinture qui n'est plus une peinture puisque c'est un vitrail et c'est une spéculation, ce ne sont que des hypothèses. Comme par hasard, il y a une fenêtre, comme l'Annonciation de Fra Angelico à San Marco, qui permet justement, ici, par contre, de complètement liquider la peinture dans son sens général pour devenir justement un lieu. Mais un lieu qui devient presque une fiction, presque quelque chose d'autre qu'un espace, presque autre chose qu'une architecture qui répond à une fonction, mais qui devient comme ça un espace virtuel où chacun peut se projeter, puisque évidemment Duchamp, c'est le regardeur qui finit l'œuvre. Ce qui m'amène tout logiquement à cette perspective, et je suis un peu peut-être méchant, mais de cette idée de cyberspace des années 90 avec
justement Marcos Novak, qui imaginait un prolongement individuel dans une utopie qui serait transarchitecture ou liquide, qui serait le cyberspace. Et on voit très bien ce que peut être le cyberspace, on voit très bien ce que peut être cet enfermement dans une prolongation virtuelle dans le sens architectural, image de synthèse, du cyberspace. Donc le cyberspace passe de l'idée d'utopie à l'idée de dystopie et d'enfermement. Mais néanmoins, je continue. Donc là, je peux vous montrer cette image qui est donc le film de Roberto Longo sur Johnny Mnemonic, qui reprend vraiment tout le discours de William Gibson, qui est un peu le tenant du cyberspace, où vous voyez, on est quand même dans des blocs de lignes et de couleurs, mais finalement, justement, l'individu est rendu qu'à une somme de données. Et donc là, ça renvoie à cette idée d'architecture liquide et cette idée de troisième concept que j'essaye de développer dans ma thèse, qui est le concept un peu vain, j'en conviens, de réelle fiction, puisque tout ça a été un petit peu réglé, mais néanmoins de récit. C'est-à-dire qu'on serait passé de l'invention de la perspective monofocale centralisée pour essayer de figurer sans représenter l'incarnation, qui est un mystère, la grâce, à une extension de branleur dans le cyberspace où nous sommes totalement dématérialisés et transformés en données. Pour arriver finalement à un monde qui sera peut-être complètement, où on aura plongé, puisqu'il faut garder l'esprit et le corps, mais le corps sera juste transformé en données, donc un espace où nous devrons prendre la peau d'un Eversé, d'un personnage de fiction, pour pouvoir vivre dans une image-lieu. Je sais pas si vous me suivez. Moi, je me suis. Ouais, voilà, je me suis. Mais vous voyez, à côté de ça, il y a des tenants de l'architecture liquide, comme Greg Lynn, qui eux revendiquent une matérialité, néanmoins, une matérialité où Greg Lynn est l'architecte qui, en 1995, a traduit le premier chapitre du pli baroque de Deleuze dans une revue qui s'appelle AD, et qui est l'architecte américain qui a essayé comme ça d'importer dans le monde de l'architecture digital, en tout cas pas digital au sens de Marcos Novak, mais plutôt qui utilise les outils numériques avec une perspective de production quand même de bâtiments concrets qui réagissent encore à la descente des charges. Simplement, quand il crée une idée de maison œuf, il travaille sur la différence et la répétition. Donc ça, c'est vraiment le contre-pouvoir. Il y en a d'autres, je pense à Faustino et d'autres. Mais il y a quand même comment on détourne les outils numériques pour faire du monde physique. Mais de l'autre côté, donc mon hypothèse de perspective finale, et je m'arrêterai là après, c'est de dire que nous allons tous finir en données, tous finir en particules. Je ne suis pas post-humaniste, mais j'essaye de comprendre comment les post-humanistes et les transhumanistes, alors les transhumanistes c'est réglé, et ils veulent qu'on devienne tous des cyborgs. Why not? Les post-humanistes pensent donc qu'en 2050 on va basculer donc dans l'intelligence artificielle qui gérera le monde pour aller très vite. Mais dans ce cas-là, il faut s'y préparer. En tant qu'architecte, il va falloir quand même créer des espaces et surtout créer des lieux pour essayer d'y vivre. Alors pourquoi pas dans ce monde qui peut être derrière l'horizon, l'espace d'un instant, qu'est-ce qu'on peut y faire? Est-ce qu'on est encore un corps avec un esprit? Est-ce qu'on est devenu des corps flux, des esprits réseaux, et peut-être finalement juste des données, comme la vieille manière de défragmenter les disques durs que pour les personnes qui en avaient dans les années 90, peut-être s'amusaient des heures. Moi, je m'amusais des heures à regarder la défragmentation des disques durs, chacun son obsession. Et peut-être que c'est nous et que nous sommes l'espace d'un instant
derrière l'horizon. Merci.